Merci à vous, Samy Sfaxi. On vous retrouve à 19h pour un nouveau point sur l'info. Bonsoir à tous, il est 18h. Bienvenue dans Punchline sur CNews. Voici le sommaire de cette émission. Il s'est offert un petit bain de foule pendant ses vacances et confie qu'il ne lâchera rien, peu importe les critiques. Emmanuel Macron se dit prêt à maintenir son rythme de réforme. Quelques jours de repos du côté de Honfleur. Alors que la gronde contre la baisse du pouvoir d'achat ne cesse de croître, le gouvernement a-t-il déjà perdu cette bataille? On en parle dans un instant. Emmanuel Macron en croisade face aux populistes. Le président de la République se dit frappé par la ressemblance entre la situation actuelle en Europe et celle des années 30. Le chef de l'État qui appelle à être lucide et à résister dans un entretien à Ouest France. Dramatise-t-il cette situation? L'Europe est-elle vraiment en danger? On en parle avec nos invités. Puis la purge, ce n'est pas une blague, nous dit Christophe Castaner au lendemain de la nuit d'Halloween, une nouvelle fois marquée par des violences urbaines dans plusieurs villes de France. Plusieurs responsables politiques ont dénoncé des scènes terribles. Alors le gouvernement est-il trop laxiste? On en parle. Eh bien tout de suite avec nos débatteurs. Un bien beau plateau ce soir. Bonsoir Christine Kelly. Bonsoir. Vous êtes chroniqueuse et journaliste bien entendu. Jean-Baptiste Djebbari, député de La République En Marche. Bonsoir de la Haute-Vienne. Damien Lempereur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, délégué national et porte-parole de Debout la France. Vincent Jeanbrun, merci d'être avec nous. Maire LR de L'Haÿ-les-Roses, je précise qu'on dit bien L'Haÿ-les-Roses. Et puis Ali Rabet, porte-parole de Génération. Vous êtes adjoint au maire de Trappes. Vous le savez, ces vacances, bonsoir, on fait décidément beaucoup parler. Emmanuel Macron est à Honfleur, il s'est offert, je vous le disais, un petit bain de foule. C'était il y a quelques minutes avant une semaine qui s'annonce très haute en couleur, une semaine peut-être décisive avec ses déplacements. 11 départements en l'espace de 6 jours. Alors pour ceux qui s'inquiétaient de son état de fatigue ou son état de détermination, le président de la République a tenu à rassurer. Monsieur Oui. lâchez rien et bon courage. Ça, vous inquiétez pas. Lâchez rien, je suis dans les retraités. C'est pas mon tempérament de lâcher. Alors Ali Rabet, un petit bain de foule et ça repart? Oui, je sais pas. Je savais que ça allait vous faire sourire cette petite séquence-là. Sur l'extrait qu'on vient de voir, Ouais. on constate qu'il est désorienté, le président de la République, puisqu'il évoque le 1er de l'an alors qu'on est le 1er novembre. Donc manifestement, il n'a pas la tête complètement sur les épaules. Il mérite de se reposer comme tous les Français. Donc moi, j'ai pas à commenter le fait qu'il s'offre un petit bain de foule à Honfleur. Ceci dit, c'est pas un moment de repos privé quand on convoque la presse, c'est qu'on a des dizaines de journalistes à la sortie du restaurant, qu'on nous commande chacun de ses déplacements. J'aimerais que les Français puissent vraiment se reposer en n'ayant pas de nouvelles du président de la République pendant au moins 24 heures. Jean-Baptiste Djebbari, alors oui, vous avez déjà des petits textos, je vois. Chassé de la tuerie, il revient en galop, mais Emmanuel Macron se met en mode com ou pas? Je l'ai encore vu il y a quelques jours et je peux vous garantir qu'il est à la fois très motivé et très lucide et que sa majorité parlementaire est déterminée puisque nous sommes ici avec vous aujourd'hui et que nous finissons demain le vote 1er novembre, merci. Voilà, et demain nous serons à l'Assemblée nationale pour finir toute la journée le vote du budget. Donc la majorité parlementaire est pleinement mobilisée. Vincent Jeanbrun, ça vous inspire quoi? Ça vous fait sourire ou... Ça me fait sourire parce qu'effectivement, anecdotique ou pas? je rejoins ce qui a été dit, c'est un peu de la com organisée pour dire que tout va bien, qu'il est en pleine forme, qu'il est en bonne santé. Tant mieux s'il va bien parce que c'est le pays qui va mal aujourd'hui. Et donc on a besoin d'un président de la République extrêmement en forme pour enfin prendre les bonnes décisions et les bonnes mesures. Extrêmement en forme et un gouvernement extrêmement mobilisé. Christine Kelly? Oui, moi je pense qu'il a bien fait de montrer le bout de son nez, de montrer qu'il est souriant, de montrer qu'il est en forme, de montrer qu'il n'est pas si fatigué. Parce que hier, franchement, on a l'impression qu'il était au bord de la dépression. Donc, alors après, est-ce qu'il a convoqué la presse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a bien fait de montrer le petit bout de son nez. Est-ce qu'il travaille? Je n'ai pas l'impression qu'il travaille. Mais là, en ce moment, il est en repos comme beaucoup d'autres. Damien Lempereur, pour terminer, c'est quoi le message? Circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien? Je ne sais pas, en tout cas c'est rassurant qu'il soit fatigué vu la souffrance qu'il impose aujourd'hui au peuple français, les difficultés des Français. Je serais inquiet de voir qu'un président qui fait une aussi mauvaise politique puisse le vivre bien. Moi ce que j'espère c'est que cette période de repos va lui remettre un peu les idées en place et qu'il va pouvoir un peu corriger. J'espère le tir parce qu'on est quand même très mal parti. Vous l'aurez compris, j'avais gardé le meilleur pour la fin. Vous ne bougez pas, Punchline, c'est dans un instant après une courte pause. À tout de suite. 18h10 sur CNews, merci de votre fidélité. Bienvenue dans Punchline. Emmanuel Macron en croisade face aux populistes. Le président de la République se dit frappé par la ressemblance entre la situation actuelle en Europe et celle des années 1930. Le chef de l'État appelle à être lucide et à résister. C'est dans un entretien qu'il a donné à nos confrères de Ouest France. Dramatise-t-il la situation? Est-ce que cette croisade contre les populistes est bien partie? On en parle avec nos invités, avec Christine Kelly, avec Jean-Baptiste Djebbari, député de la République En Marche de Haute-Vienne, Damien Lempereur, délégué national et porte-parole de Debout la France, Vincent Jeanbrun, qui est maire LR de L'Haÿ-les-Roses, et Ali Rabet, porte-parole de Génération, adjoint au maire de Trappes. Merci à tous les 5 d'être avec nous ce soir dans Punchline. Alors, est-ce qu'on revit, comme le dit le président de la République, cette situation de l'entre-deux-guerres des années 30? Ali Rabet.
Il en fait trop ou pas, le président de la République? Pardon? Il en fait trop ou pas, le président de la République? Je pense surtout qu'il a besoin de mettre en scène, dans la perspective des élections européennes, un affrontement entre lui qui incarnerait la défense des valeurs européennes et un adversaire qu'il fantasme, dont il exagère le pouvoir de nuisance et la réalité de l'emprise sur les Français, notamment dans les temps actuels, celui de l'extrême droite. Le spectre de l'extrême droite qui, effectivement, en Italie, en Autriche, dans de nombreux pays européens, a progressé significativement. Emmanuel Macron Donc il est dans la droite lignée de sa stratégie. Il continue en a dans sa besoin stratégie pour exister. D'accord. Et pour se démarquer, pour essayer de sauver les meubles. Ouais. Qu'en est-il aujourd'hui? Les enquêtes d'opinion le montrent, les Français désavouent très massivement ces politiques économiques. 84% des Français considèrent que la politique d'Emmanuel Macron aboutira à réduire leur pouvoir d'achat dans les années qui viennent. C'est un rejet très massif. Il le ressent tous les jours. Il a besoin de se reposer tellement les Français lui renvoient au quotidien dans ses déplacements le rejet de ses politiques nationales. Alors qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour essayer de sauver les élections européennes? C'est d'essayer de se poser en rempart contre les populistes européens. Moi, je crois que les Français ont le devoir, pas le pouvoir, le devoir de s'emparer de ces élections européennes pour choisir positivement le destin qu'ils souhaitent pour la France et pour l'Europe. Et ça impose que les citoyens prennent le pouvoir véritablement. Nous, à Génération, on propose aux électeurs, aux Français, aux citoyens, de candidater pour figurer sur nos listes, par exemple. C'est aux Français et aux citoyens de prendre le pouvoir. Vincent Jeanbrun. Vous diriez que les populistes, c'est que l'extrême droite? Parce que dans vos propos à l'instant, vous avez juste oublié de dire qu'il y a l'extrême gauche. Moi, je suis d'origine italienne. En Italie, ce sont bien les populistes, l'extrême gauche du Movimento 5 Stelle. C'est pas le cas, on ne peut pas les résumer à l'extrême gauche. Le Parti 5 étoiles revendique d'être ni gauche ni droite, d'ailleurs. Oui, sauf que c'est l'extrême gauche, c'est le programme d'extrême gauche. Aujourd'hui, en Italie, c'est Matteo Salvini qui dirige, c'est pas le mouvement 5 étoiles qui, par ailleurs, est aussi détestable que Matteo Salvini. Et l'Italie, en tout cas, a fait ce qu'on craignait depuis longtemps, c'est-à-dire que les deux extrêmes se sont touchés, se sont rencontrés et ont fait un accord de gouvernement. Et donc, les populistes qu'il faut affronter, c'est bien l'extrême gauche et l'extrême droite. Mais alors, l'Europe est-elle vraiment en danger? Pour répondre à ce que dit Emmanuel Macron. En Hongrie ou en Pologne, où on voit une remise en cause de l'indépendance des médias, où on voit une remise en cause de l'indépendance de la justice, c'est le cas en Hongrie par exemple, ça questionne quand même, contrairement à ce que dit monsieur, sur la réalité de ce que sont ces populismes, ces démocraties qui deviennent, on les qualifie maintenant d'illibérales, et je pense que ça c'est pas du tout une vue de l'esprit, c'est une réalité. Mais c'est pas trop caricatural, il n'y a pas d'un côté... On a l'impression qu'on écoute Emmanuel Macron qu'il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Non, mais c'est pas question d'être gentil ou méchant, c'est qu'on voit que sur le plan des valeurs, il y a des divergences. Il y a des divergences et on voit qu'il y a des fragmentations partout en Europe. C'est le cas également, il y a des tentations qui sont sécessionnistes en Espagne, il y a effectivement une radicalisation contre la politique européenne en Italie. Tout ça, ce sont des réalités. Et je crois qu'à l'aune des élections européennes, nous aurons des choix, effectivement, je crois qu'à l'aune des élections européennes, nous aurons des choix à faire. Et le choix, à mon avis, qui me paraît absolument tranché, c'est le choix entre une Europe qui devra être une Europe plus puissante, plus sociale, et l'Europe, effectivement, qui restera, comme le veulent certaines personnes autour du plateau, comme le veulent certaines personnes autour du plateau, une Europe qui fait globalement de la coopération sur des sujets un peu subsidiaires. J'ai peur pour l'Europe, effectivement. On a raison de dire qu'on est au bord d'un basculement. Et les menaces sont bien réelles. Mais on ne peut pas se contenter, pour se défendre, de faire la leçon aux Français et au peuple européen. Or, le président de la République est totalement dans cette caricature. D'un côté, on se croit vraiment au cinéma. Il y a le démon diabolique menaçant vraiment la honte absolue. Et de l'autre, l'ange de lumière qui vient incarner... C'est pas un jugement qui est porté, oui, c'est juste... Mais sauf qu'on est dans un discours de dire, citoyens européens, vous vous rendez bien compte que c'est le diable incarné, n'allez pas voter là-dessus, l'Europe fonctionne, circuler, il n'y a rien à voir. Or, l'Europe, il faut la changer. Moi, j'ai 34 ans, je suis progressiste, profondément européen. Mais j'ai envie d'une Europe différente. Et qu'est-ce que vous dites sur, par exemple, qu'elle se transforme. L'Europe des valeurs et la solidarité à l'égard des migrants. Mais l'Europe des valeurs, le problème qu'on a... C'est quand même ce qu'on a signé dans les traités. Mais attendez, là c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Les politiques d'Emmanuel Macron, c'est à peu près les mêmes que celles... Comme Matteo Salvini, Emmanuel Macron refuse que l'Aquarius aborde et contrairement comme Matteo Salvini, c'est exactement le même discours sur les migrants. Une gestion européenne des migrants. Il considère, et je suis en accord avec lui, il considère à juste titre que certains sujets comme la lutte antiterroriste, comme la gestion des migrants, comme la transition climatique, la transition écologique ne peut se régler qu'à l'échelle pertinente qu'est l'Union européenne. C'est pas le cas de Matteo Salvini. On l'entend même en disant ça, vous faites une leçon de morale aux Français. Non, c'est un choix politique. Qui ont peur. On leur dit, mais arrêtez d'avoir peur des migrants, arrêtez d'avoir peur de la mondialisation, l'Europe c'est génial, et le vous vous rendez compte que vous ne parlez que des peurs, par exemple, tous les deux d'ailleurs. Vous parlez des migrations, des peurs des Français et des Européens. Sur la question de la transition écologique, quel projet européen? Quel horizon positif de la part d'Emmanuel Macron? Strictement aucun. Allez, pas tous ensemble. Christine Kelly, est-ce que Emmanuel Macron a raison de se poser comme ça en seul rempart face au populisme? Mais il est en quelque sorte, il est seul. L'Europe qu'Emmanuel Macron propose, il est quand même plutôt seul, même lâché. Encore plus seul, lâché par Angela Merkel. Alors, je reviens à cette interview.
Lâché par sa coalition plus que par sa coalition. Donc il est seul. Alors c'est une occasion inespérée aussi de prendre le leadership. Ça, c'est l'Europe que veut Macron. Est-ce qu'il va y arriver? On ne sait pas. Mais il est seul face effectivement à tous les autres. Par rapport à son interview, remettons quand même un peu les choses dans le contexte. Il revient d'avoir une exposition sur Clémenceau. Il est à quelques jours de toute une semaine de commémoration des 100 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Rappelons quand même qu'il a quand même le droit, je pense, de faire cette ressemblance, et aucun historien ne contestera qu'il y a des ressemblances, évidemment pas à 100%, on est en 2018, c'était les années 30, pas à 100%, des ressemblances, et qu'on est au bord d'un basculement, qu'on est en train de surfer sur la haine des uns des autres, qu'on est au bord du basculement comme les années 30. Après, est-ce qu'il a voulu tout ce débat qu'on a là? J'en sais rien, mais remettons quand même juste l'interview dans son contexte. Peut-être. Madame l'Empereur, est-ce que vous avez l'impression que le président de la République s'adresse à vous, je le cite, la France est face à un risque, celui de se faire démembrer par la lèpre nationaliste? Ouais, c'est intéressant d'ailleurs le débat, c'est pour ça que j'écoutais calmement les 4 intervenants ce soir, puisque finalement tout le monde accepte cette fausse opposition que vient de préparer le président de la République, et je note que le représentant de M. Wauquiez nous dit que... Tout à fait le représentant de M. Wauquiez. Bon, le représentant des Républicains, en tout cas, nous dit que, et du parti de M. Wauquiez, pardon, nous dit qu'effectivement Matteo Salvini est d'extrême droite et qu'il faut absolument éviter finalement le danger populiste. Moi, j'assume parfaitement sur ce plateau d'être celui que le président de la République, avec Nicolas Dupont-Aignan, vise. Donc vous êtes les méchants. Je suis le lépreux. Le méchant dont parle Emmanuel Macron, vous êtes. Il ne faut pas que je vous touche. Ouais. Je suis particulièrement choqué qu'un président de la République, et sincèrement, j'ai jamais vu ça. François Mitterrand ne se serait jamais comporté comme ça, et les successeurs non plus, capables de critiquer des chefs de gouvernement ou des présidents étrangers, le Hongrois, Viktor Orban, le chef du gouvernement polonais, il les a qualifiés d'esprit fou. On a un président de la République aujourd'hui qui insulte ses homologues. Matteo Salvini, le lépreux, populiste. Je ne dis pas que Emmanuel Macron doit nécessairement être d'accord avec la politique de Matteo Salvini, de Viktor Orban. Il peut avoir des divergences. Sur l'immigration, on va en parler. Je n'ai pas la même position que vous, mais on peut être en désaccord. Mais on ne peut pas insulter. Et en faisant cela, en qualifiant par exemple nous, à Debout la France et Nicolas Dupont-Aignan, de populistes, terme que j'assume ce soir, en réalité, le président de la République, il est en train d'insulter. Il est en train d'insulter des millions de Français. Si vous additionnez au premier tour de la présidentielle le score de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon également, et Nicolas Dupont-Aignan, c'est presque 50% des votants qui se sont exprimés pour ce rejet de cette Union européenne-là. Nous ne sommes pas des lépreux, nous ne sommes pas des populistes. Et je remarque que le président de la République, Emmanuel Macron, le président de la République, il ne parle pas de la lèpre islamiste quand il y a un attentat. Il va faire gentiment donner la main à Erdogan. Il fait des selfies avec le roi d'Arabie Saoudite. Là, il n'y a pas de problème sur toutes les dictatures du Qatar au Moyen-Orient et la guerre au Yémen. Par contre, Matteo Salvini, qui est élu démocratiquement, qui a une popularité qui est 3 fois supérieure à celle du président de la République. Dans les années 30 aussi, ils étaient élus démocratiquement. Mais pardon, c'est marrant le lien que vous faites entre une dictature et les populistes. D'abord, on ne sait plus trop si vous êtes populiste. C'est au contraire. Je vous explique au contraire qu'ils ne critiquent pas les dictatures et qu'ils qualifient de populistes des gens qui sont démocratiquement élus, qui sont réélus triomphalement, comme Orban, ou qui ont une popularité. Inconscients et des discours qui ne sont pas inconscients. Jean-Baptiste Djebbari. On a le droit d'avoir un avis différent sur l'immigration. On peut les débattre. Mais vous ne pouvez pas insulter l'adversaire. Mais c'est très bien que M. Wauquiez pense ça. C'est globalement la simplification du réel, c'est apporter des solutions simples à peu près tous les mots. Mais je pense pas. Mais moi, j'ai pas des solutions simples, j'ai des solutions très complexes à apporter. C'est d'avoir comme plus petit dénominateur commun, en gros, le repli sur soi, les solutions au niveau national. Moi, on voit très bien que sur un certain nombre de sujets, on parlait de la sécurité, on parlait du terrorisme, on parlait de la gestion migratoire, on parle de l'écologie, on voit très bien que ces sujets-là ne peuvent être traités de façon efficace qu'à une échelle régionale, c'est-à-dire européenne. Et puis par ailleurs, le plus petit dénominateur, c'est aussi celui du rejet de l'autre. Mais c'est ça, c'est évidemment. Mais non, vous êtes dans l'insulte, dans la caricature. Non, c'est un conflit de valeurs. Si j'ai le temps de répondre. Vous voyez, là, je pense que c'est la caricature de ce que souhaite installer Emmanuel Macron. Les Français, les Européens rejettent très largement l'Union européenne telle qu'elle s'est construite ces dernières décennies. L'Union européenne qui va à l'encontre des aspirations des peuples. Mais ça, vous avez raison. L'Union européenne ultra-capitaliste qui passe son temps à diviser et à opposer les salariés entre eux, les Français aux Polonais, les Hongrois aux Italiens, etc. On nous agite le spectre de l'immigration massive qui viendrait envahir l'Europe, alors que les chiffres, en réalité, sont très en deçà de ce que certains caricaturent, notamment mon voisin de gauche et Marine Le Pen. Et en face, qu'est-ce qu'on voudrait? Nous incarner l'unique alternative possible, celle d'Emmanuel Macron, qui propose quoi? La fuite en avant de l'Europe ultralibérale, ultra-capitaliste. Évidemment qu'il existe une alternative.
Et cette alternative n'est pas le débat stérile qu'essaye d'installer Emmanuel Macron. Il existe, notamment en France, une gauche. Donc il y aurait de la place de nouveau pour un clivage plus classique, droite-gauche, d'après vous? Pas juste le clivage classique, je ne suis pas d'accord. Vous êtes assez incohérent parce que vous dites pas de lien avec les années 30 et là vous nous dites un peu l'inverse. Il y a des liens. Non, je pense que dans les années 30, on ne se posait pas la question de l'écologie, par exemple. On ne se posait pas la question de savoir qu'est-ce qu'on met dans les assiettes de nos enfants. On ne se posait pas la question de l'influence des pesticides, par exemple, sur les enfants qui grandissent avec des pubertés précoces. Toutes ces questions qui sont nouvelles, toutes ces questions qui sont nouvelles, elles doivent être posées maintenant. Et Emmanuel Macron, Madame Killy, Jean-Baptiste Djebbari, allez-y. Aucune alternative. On va l'écouter, Jean-Baptiste Djebbari. Si vous voulez convaincre, il va falloir commencer par débattre. Ça peut aider. Sur le plan économique, par exemple, il y a des liens avec les années 30. Les années 30, pourquoi la bulle spéculative a explosé? C'est parce qu'il y avait quelque part une accaparation des richesses par des populations qui étaient les plus aisées. Et puis par ailleurs, il y a eu une spéculation boursière qui a entraîné une crise bancaire. Donc à bien des égards... Merci à un partisan d'Emmanuel Macron de confirmer qu'aujourd'hui... On peut être lucide sur le monde. On peut être lucide sur le monde. Tout le monde il faut arrêter d'avoir cette vision un petit peu... Il faut arrêter d'avoir cette vision un peu binaire des choses. Mais qu'est-ce que vous faites contre ça? Les macronistes seraient des néolibéralistes effrénés, etc. Qu'est-ce que Emmanuel Macron fait contre cette prédation? Est-ce que vous pouvez écouter les gens pouvoir d'achat des Français au lieu d'imposer par une petite élite? Expliquez-moi concrètement ce que vous faites contre ça en France. Je parle pas de... On reprend... Si vous voulez convaincre, franchement, il va peut-être pas commencer à vous cherche pas. Allez, laissez-le parler. Jean-Baptiste Djebbari, allez-y. Après, j'ai un petit clip à vous montrer. Allez-y. Vous êtes convaincu, vous votez les textes d'Emmanuel Macron. Moi, j'essaie de vous démontrer. Je parlais des similitudes qu'il y avait entre les années 30 et aujourd'hui, une surconcentration des richesses. Ce sont des sujets aujourd'hui assez largement financiarisés, mondialisés. Et donc ces sujets-là, évidemment, se traitent notamment au travers des élections européennes pour faire valoir des politiques qui sont différentes sur la souveraineté des États, sur ce qu'on entend faire avec la politique monétaire, budgétaire, et en quoi vous sur le choix des politiques que nous voulons mener au niveau de la sécurité, au niveau de la gestion des migrations. Ces sujets, ce ne sont pas des petits sujets, ce ne sont pas des débats médiocres. Mais arrêtez de commenter. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Nous, on va mener campagne. Donc, je sais pas vous êtes au pouvoir, c'est pas une question de campagne. Et nous menons une politique. Emmanuel Macron est président de la République depuis 18 mois. Qu'est-ce qu'il fait en France? Nous parlons d'un constat. Je suis d'accord sur une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous offrez 5 milliards d'euros de suppression de l'impôt sur la fortune. C'est caricature un peu bateau. Aux Français, les plus rien dire. Parce que si je vous plaît. Moi, j'ai un clip à vous montrer. Je ne sais pas si vous l'avez vu, un clip du gouvernement pour vous, Christine Kelly. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Jean-Baptiste Djebbari, vous l'avez vu ou pas ce clip? Sur l'Europe? Ouais. Non, je l'ai pas vu. C'est bien qu'on en parle. Allez. La propagande d'en marche. Voilà, en mai 2019, l'Europe qui changera, le petit clip donc du gouvernement, et un clip qui a fait réagir notamment Matteo Salvini en Italie. Matteo Salvini qui met en garde Emmanuel Macron face à un printemps à des peuples. Jean-Baptiste Djebbari. En fait, j'avais vu ce clip. Ah. Oui, c'est la vision, c'est l'opinion que nous exprimons sur le constat, en tout cas ce que nous pensons que l'Europe est aujourd'hui. Et donc, parce que vous parlez de qui quand vous dites nous? En Marche? Parce que c'est l'argent public du contribuable qui paye ça. Alors, laissez-le terminer et après la réponse. Vas-y. Parlons des idées là sur le sujet. Parlons des idées. C'est le constat sur ce qu'est l'Europe aujourd'hui. C'est ça que vous contestez, non? Vous contestez finalement que nous puissions juger, puisque vous l'avez dit, notamment à l'égard des chefs d'État étrangers, des États étrangers, vous contestez que nous puissions avoir la vision d'une Europe aujourd'hui qui est fragmentée politiquement, qui offre des vrais choix, effectivement, entre ceux qui promeuvent un progressisme social, qui promeuvent une Europe avec des compétences de souveraineté qui pourraient être assumées de façon beaucoup plus volontariste. C'est ça le sujet aujourd'hui. Donc... Le sujet de ce clip, c'est pourquoi la vision du président de la République Emmanuel Macron et de son parti En Marche est portée par un clip officiel du gouvernement français payé par l'ensemble des contribuables, sans donner la parole aux autres formations politiques. Ce n'est pas normal. Madame Kelly, le mouvement Génération CSA, dans lequel vous avez siégé, pour dénoncer ce détournement de l'argent public, pour faire la propagande d'En Marche. Ce n'est pas normal. Mais là, justement, pendant la campagne européenne, ils auront tous les partis, les écolos, tout le monde aura des clips. Alors là, le clip vu par des milliers, des centaines de milliers de Français. Mais oui, mais il y a des, il y aura, oui, ça passe sur toutes les chaînes, et il y aura des plages pour que tout le monde puisse savoir. Ça, quand même. Pas que je défends ça. Et laissez-moi vous dire quelque chose très sincèrement. S'il y a eu ce clip, c'est parce qu'il a le droit d'avoir ce clip. Je
je ne C'est défends contestable pas. en démocratie. C'est pas contestable du Bien sûr, tout. la preuve, on le fait. Ça Le se mouvement fait. Génération vient d'écrire au CSA pour le contester. Vous verrez la réponse. Vous avez envie de Ça répondre vous quoi, fera. Damien Lamproie, à ce clip? Oui, Deuxièmement, sur le fond du clip, ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, la question c'est Macron dramatise-t-il les élections? Oui, il les dramatise. Pourquoi? Parce qu'elles semblent déjà dramatiques. Tout le monde fait déjà des élections européennes, déjà un vote anti-Macron. Enfin, je veux dire, regardons ce qui se passe au niveau européen. Certains ont peur de ce qui se passe au niveau européen. À partir du moment où l'Italie a basculé avec Matteo Salvini, et je me permets l'expression basculer, beaucoup de personnes ont peur. C'est le choix d'Emmanuel Macron, qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, ça c'est son problème, de décider de surfer sur les peurs à ce niveau-là. D'autres surfent sur d'autres peurs. C'est son choix. Damien Lamproie, vous surfez sur les peurs? Non, pas du tout. Matteo Salvini, il fait peur, je crois, pas aux Italiens, en tout cas, puisque son taux de popularité est historique. Je pense au contraire qu'il est en train d'appliquer la politique qu'il a promis, pour laquelle il a été élu. C'est la démocratie. C'est vrai qu'en France, on s'est un peu habitué à ce que des votes démocratiques soient balayés, notamment. Il va faire imploser Bruxelles, d'après vous? Il va faire imploser l'Europe? Imploser. En tout cas, s'il peut faire exploser une mauvaise Union européenne, nous serons les premiers à applaudir. Parce que je veux revenir à ce que vous voulez faire, vous, à debout la France? Mais pourquoi pas? Parce que cette Union européenne... Voyager un peu, moi, j'ai allez voir le reste du monde. Arrêtez avec la caricature, je vais vous répondre. Allez voir les États-Unis, allez voir la Chine. J'ai étudié aux États-Unis, j'ai vécu aux États-Unis. La France, face à un monstre comme la Chine ou comme les États-Unis je vais vous répondre. On s'en sortira pas seul. Et d'ailleurs, la Grande-Bretagne est en train de s'en mordre les lois. Ils en sont à faire des stocks de médicaments parce qu'ils en ont pas assez. C'est très intéressant de voir finalement que la République en marche et les Républicains sont d'accord. Là aussi, vous êtes dans la politique politicienne. Moi, ça me va. Notre critique, c'est pas la critique de la démocratie italienne. Alors, Vincent Jeanbrun, allez-y, terminez vos démonstrations. C'est pas une question de démonstration. C'est qu'aujourd'hui, moi, je pense que le président de la République a eu tort d'employer le mot lèpre, parce que le mot lèpre, encore une fois, on est dans la diabolisation et on serait dans une maladie intouchable, etc. Le problème, c'est pas la lèpre, c'est plus une fièvre. Les peuples européens, nos concitoyens, ceux qui nous ont fait confiance pour nous élire, aujourd'hui, on doute. Moi, je crois que c'est un terriblement. Ils doutent terriblement de l'Union européenne et de l'Europe. Pas forcément de l'idéal européen d'ailleurs. Mais c'est sur ce doute qu'il faut qu'on soit capable de travailler. C'est quelle réponse pouvoir travailler. Pardon, Monsieur Lamproie, mais j'aurais aimé terminer mes propos. Finissez, mais pour pouvoir terminer, c'est simplement de prendre conscience que on ne peut pas juste caricaturer nos concitoyens. Et là-dessus, je vous donne raison. On ne peut pas dire tous ceux qui ne sont pas progressistes et totalement fans d'Europe, circulez, il n'y a rien à voir, vous êtes dans le faux. Non, on a aujourd'hui de la peur. Ce matin, on apprenait la fermeture d'une usine dans le Nord, à Lille. Ça, c'est un sujet qui fait peur à nos concitoyens. Des emplois qui disparaissent, la mondialisation qui fait peur, la sécurité, l'immigration. Et c'est là-dessus où moi j'attends le président de la République. Non, mais moi, on aimerait. Je veux répondre sur le fond. Allez-y, répondez sur le fond. Vous êtes légitimiste, il est président de la République, on doit savoir ce qu'il veut nous proposer. Mais il n'y a rien, les Français n'attendent plus rien du président de la République. Moi, je ne vais pas lui répondre, mais je vais répondre sur le fond, parce que j'en ai plus qu'assez que lorsque l'on veut défendre une autre politique de l'Union européenne, on nous caricature sur le repli, je ne sais pas quoi, vous n'avez pas voyagé. Moi, j'ai vécu aux États-Unis. J'ai énormément voyagé. Et c'est justement parce qu'on voyage, je crois que j'étais dans presque tous les pays de l'Union européenne. Et c'est quand on voyage qu'on comprend que dans cette mondialisation aujourd'hui, cette idée qu'il faudrait une superstructure de l'Union européenne, un peu comme l'URSS, est totalement du passé. En réalité, vous êtes dans le passé, dans la mondialisation. Ce qui quand vous voyagez, vous ne dites pas que la France... Moi aussi, il y a des frontières. D'ailleurs, vous avez été au Maroc déjà, vous savez qu'il y a une frontière. Les frontières, c'est pas le rejet. Les frontières, c'est par exemple un hotspot en Grèce, vous avez visité? Nicolas Dupont-Aignan s'est rendu le premier à Lesbos. Donc je finis mon raisonnement juste pour vous expliquer. Après, je vous réponds. Nicolas Dupont-Aignan va là-bas. Est-ce qu'il ne se dit pas que fondamentalement, devant des flux migratoires qui sont quand même une réalité... Mais il faut travailler ensemble. Graphique pour longtemps. Mais est-ce que vous ne dites pas... Je vais vous répondre. Mais non, mais j'ai pas fini. Je vous laisse parler après. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on nous caricature sur le repli et qu'en réalité, quand on voyage dans le monde, on se rend compte que les pays qui réussissent, même petits, la Corée du Sud, c'est tout petit, Singapour, c'est minuscule, arrivent à être efficaces dans la mondialisation parce qu'ils sont indépendants et qu'ils arrivent à prendre... La Corée du Sud, c'est une très grande puissance commerciale, bien plus que beaucoup de pays de l'Union européenne. Et donc, ce qu'il faut faire... Et donc, ce qu'il faut faire, c'est des coopérations. La démocratie italienne. Nous contestons la vision qu'elle a de l'Europe. Et moi, je pense que, vous parliez de lèpre nationaliste, moi je pense que c'est un combat. Et que nous devons mener un combat, y compris contre vous. Continuez à les renforcer. vous êtes en train de les renforcer et de leur donner l'air. J'ai pas le soin de pouvoir décoller. Je mène le combat que je pense juste. J'ai pas de leçon à recevoir. Je ne donne aucune leçon, mais je vous dis en revanche, Monsieur Djebari, que le discours que vous tenez contribuera à faire monter Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, parce que vous leur expliquez que le choix, c'est soit Jean-Baptiste Djebari, c'est pas un pari risqué. Jean-Baptiste Djebari, c'est pas un pari risqué. Soit on continue comme avant. On ne peut plus continuer comme avant en Europe, c'est insupportable. Il y a une fragmentation qui est à l'œuvre. Pas tous ensemble. Complètement. Il y a une frappe européenne, mais on ne peut pas continuer comme Notre analyse, c'est qu'il y a une fragmentation européenne qui est à l'œuvre, qui est, je veux dire,
devant nous. C'est le résultat des politiques. C'est le Brexit. libérales. Et vous voyez bien Absolument. que le Brexit aujourd'hui, vous voyez bien que le Royaume-Uni aujourd'hui n'a jamais eu autant d'inflation. Vous voyez bien que la croissance diminue, qu'on annonce une récession. Des spectres négatifs. Mais c'est la réalité des fondamentaux économiques. C'est la réalité des fondamentaux économiques. Les Français matin, midi et soir, on n'y arrivera pas. Moi, Il faut par exemple, faire aimer l'Europe. Moi, je viens, Nous, notre mouvement je est viens de pro-européen, il fera l'aéronautique. aimer Allez, pas tous ensemble, Je peux chacun. vous expliquer très concrètement ce que ça va donner en termes d'aéronautique, d'aviation, la fin des échanges, en tout cas la mise en œuvre du Brexit et l'isolation du Royaume-Uni par rapport au reste de l'Union Il y a la européenne. Belgique qui Et n'achète c'est- même pas ses avions Et militaires. en fait, ce que vous disiez, Chez nous avons Airbus, voyagé. Nous sommes franchement. une génération qui assez largement a intériorisé la liberté de circulation. Oui. Nous pouvions aller partout en Europe. Nous sommes en train Et quelque d'enterrer part, tout c'est la fin de tout ça. C'est effectivement à nouveau des queues de 3 heures C'est pour pas vrai, entrer vous agitez les au Royaume-Uni. peurs, Mais c'est pas les réalités. C'est pas des, mais vous c'est avez pas des jamais peurs. voyagé, mais ça ne passe pas comme Écoutez, ça. Ça a été mon métier de voyager. J'ai voyagé. se passe pas J'ai comme ça. étudié au Royaume-Uni, j'ai étudié aux États-Unis. Mais moi, je prends ce carburant. Vous êtes mignons, mais on est une génération qui a voyagé. On est une génération qui est européenne. On est une génération. Allez, pas tous ensemble. On est une génération qui tient ça pour acquis. Et on est en train de détricoter ça. Et c'est un combat. Et je pense que notre analyse, nous pensons qu'effectivement, il y a un intérêt, il y a des bénéfices à rester dans une Europe qui peut-être demain sera peut-être moins large, moins profonde, mais qui sera plus puissante. Ça ne peut Eh ben, pas être et une le Europe choix telle de que Chers nous amis, l'avons on fabriquée, se retrouve parce dans que un les instant. Européens Après, la le rejettent coup de pause à massivement. l'Irabet. Gardez vos éléments en tête. On se retrouve dans un instant. Punchline continue. 18h40, on se retrouve pour la suite de Punchline, toujours avec Christine Kelly, Jean-Baptiste Djebari, député de la République En Marche de Haute-Vienne, Damien Lempereur, porte-parole et délégué national de Debout la France, Vincent Jeanbrun, maire LR de l'Aïle-et-Rose, et Ali Rabet, porte-parole de Génération, adjoint au maire de Trappes. Le thème, je vous le rappelle, Emmanuel Macron qui est parti plus que jamais en croisade face aux populistes. Le président de la République, il s'est dit frappé par la ressemblance entre la situation actuelle en Europe et celle des années 30. On en a déjà beaucoup parlé pendant la première partie de l'émission. J'aimerais savoir, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette Europe, si décrite aujourd'hui, peut-être plus humaine? Moi, je pense qu'il y a un truc que l'Europe a très mal fait, c'est le fait de faire converger au fil de l'eau les normes sociales et les normes fiscales. Et on voit aujourd'hui, alors c'est les GAFA, c'est effectivement le dumping social qui s'exerce sur les transporteurs routiers, par exemple. Et ça, on l'a fait parce qu'on a cru que la prospérité économique d'une Europe, d'une Union européenne à 27, allait finalement faire converger un peu toute seule, de façon spontanée, l'Europe sociale. Je crois que c'est un des vrais sujets à mettre sur la table pour l'élection européenne. Moi, je travaillais dans l'aviation. Et on a vu, et je l'ai dit, parce que j'étais expert judiciaire, je l'ai dit pendant des années, il aurait été facile, il y a 10 ans, de dire qu'un pilote, par exemple, c'est un salarié. On ne l'a jamais fait. On a laissé prospérer des modèles comme Ryanair qui employaient des indépendants, et ça, vous pouvez le répliquer. Travailleurs détachés. Des travailleurs détachés. Et quelque part, on a endommagé l'Europe parce qu'on a été incapable de réaliser l'Europe sociale. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à mettre au cœur de la campagne. Est-ce que l'Europe, demain, elle est capable de faire converger socialement l'ensemble des conditions de travail Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du discours d'Emmanuel Macron de la Sorbonne? Toutes ces propositions. Mais ce qu'il reste, c'est effectivement un choix qui, à mon avis, est un choix extrêmement contrasté entre deux visions européennes. La vision qui consiste à dire demain, nous avons besoin d'une Europe. Vous avez dit contrasté, du coup, ça fait sourire à l'Irabet. Ouais, attention, mais en tout cas, c'est très binaire, du coup. Entre deux visions. Vous résumez de manière caricaturale les choses, c'est terrible. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que vous avez le choix demain entre une Europe qui est une Europe intégrée, avec plus de fonctions notamment budgétaires, qui fait plus d'Europe sociale, qui effectivement construit petit à petit une Europe de la sécurité, de la défense. Je pense que c'est un vrai choix, peut-être pas à 27, mais c'est une Europe puissance, et qui pourra peser contre Trump, quand on voit ce qui se passe par exemple en Iran ou ailleurs, qui pourra peser contre ces gens-là, parce que nous sommes la première puissance commerciale du monde, et une Europe de la coopération, qui est beaucoup plus centrée sur les États-nations, ce que vous dites, et je trouve ça très cohérent, mais ce que je conteste. Emmanuel Macron a-t-il tort de mettre tous les populistes dans le même sac? Mais il y en a 50 des populistes à droite comme à gauche, non? Il faut dire ce qu'est le populisme. Ouais. Le populisme, c'est un peu toujours joué. Vous pouvez le dire du coup à votre voisin. C'est toujours joué un petit peu la personnalité charismatique contre les élites. Or, ces personnalités, Nicolas Dupont-Aignan, Mélenchon, Marine Le Pen, proviennent de ces mêmes élites qu'elle aujourd'hui qu'elle conteste. Oui. Et c'est quelque part toujours réduire un petit peu la pensée. C'est réduire le réel. C'est toujours faire des grosses simplifications à grands traits. Et je crois que ce populisme-là, c'est pas un populisme intelligent, et donc il faut le combattre. Emmanuel Lempereur, vous êtes charismatique et vous faites peur. Non, mais là c'est intéressant parce qu'on a un peu calmé. On a un peu calmé, recentré le débat sur un vrai sujet. Vous parliez des travailleurs détachés et du fait que c'était une mauvaise chose finalement que l'Europe, l'Union européenne actuelle a fait converger
a fait converger le nivellement social vers le bas, alors qu'on aurait dû essayer de le faire vers le haut. Le problème, c'est que Emmanuel Macron ne s'est pas opposé à cette directive sur les travailleurs détachés. L'Europe n'a pas régulé. Il y a aujourd'hui 600 000 travailleurs détachés, donc je trouve qu'il y a une contradiction. Mais vous n'avez pas tort quand vous expliquez que nous, à Debout la France, effectivement, on est pour une Europe des coopérations. On a un peu de recul historique quand même sur la construction de l'Union européenne. Quand on regarde ce qui a fonctionné, et ce qui est la belle Europe qu'on aime tous ici, parce qu'on le disait tout à l'heure, moi je me sens très européen, c'est Airbus par exemple. C'était une coopération européenne, Airbus. C'est Ariane. C'est la fusée Ariane. C'est-à-dire que c'était... Et tout ça, c'était avant le traité de Lisbonne. Et avant Alstom et Siemens. Oui, non, justement. Et avant la création de la Commission européenne, c'est-à-dire que les projets qui ont fonctionné, les seuls en fait, qui ont fonctionné dans l'histoire de l'Union européenne, c'était des projets qui étaient basés sur la coopération. Plusieurs pays qui, ensemble, décident de s'allier économiquement. Et on pourrait le faire. On pourrait le faire sur les voitures électriques, on pourrait le faire sur la recherche sur le cancer. Mais ça, je crois qu'il y a un consensus là-dessus, tout le monde est d'accord. Non, parce que eux, ce qu'ils proposent, c'est pas une Europe des coopérations, ils veulent une Europe intégrée. Plus intégré, ça veut dire fédéraliste, qui donne de moins en moins de place aux nations et qui fonctionnerait alors apparemment à 8, à 12, on ne sait pas, aujourd'hui on est 27, alors que nous ce qu'on veut c'est une liberté, que les pays puissent choisir projet par projet de s'allier. Mais j'ai une question d'Amel encore par rapport à ce que vous avez dit, il y a un petit quart d'heure, vous avez dit que vous avez beaucoup voyagé, vous avez fait vos études à l'étranger, en partie oui, à l'étranger, et qu'est-ce qu'ils vous disaient les gens quand vous étiez à l'étranger par rapport à la France? Vous n'avez pas l'impression que la France c'est tout petit. Quand vous allez en Chine, quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez en URSS, vous parliez de l'Iran. Moi, j'étais en Iran il y a 2 étés, je crois. Tout le monde sur le plan économique. Voilà. Donc vous savez que les Iraniens ont encore dans la tête tous des millions de personnes cette image de la France, celle du général de Gaulle qui a parlé dans le monde. La France, c'est pas un petit pays, Patrice Boisfer. Des Iraniens dans la tête, ils ont l'image d'une Europe qui est impuissante. Oui, et ils ont raison. D'un volontarisme politique qui est incarné, et d'une France qui mais c'est votre Union européenne. Qui est incarnée par et moi, Macron, l'Europe que je veux, qui était celle du général de Gaulle, c'est une Europe des coopérations où on avait encore notre indépendance, où on pouvait dire non, où on pouvait s'opposer aux guerres impérialistes. J'entends, mais les temps ont un petit peu changé. Est-ce que la France, sans l'Europe aujourd'hui, peut encore peser? Patrice Boisfer, c'est la vraie question. C'est pas la France sans l'Europe. C'est la vraie question parce que la France aujourd'hui sans l'Europe ne peut pas vivre. C'est l'Union européenne. L'Union européenne, d'accord. On peut faire une Europe différente, mais on peut faire différemment. Grand bloc, on a besoin de cette union. On peut changer. On a besoin de cette union économiquement et au niveau de la paix. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Christine Kelly. Il faut rappeler ce que l'Europe nous a apporté. Elle nous a apporté la paix pendant toutes ces années-ci. Elle nous a apporté la paix. Elle nous a apporté cette force économique. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il faut le rappeler. Alors maintenant, oui, on est arrivé à une Europe qu'il faut reconstruire, certainement pas à 27, et qu'il faut reconstruire. On est d'accord. Mais ça nous a... Vincent Jeanbrun. Pourquoi pas 27? Parce que là, j'entends Marc qui hésite. Parce que ce sont 27 qui décident chacun de leur côté. Et on ne peut plus y aller. Oui, mais on ne peut plus. Pourquoi l'Europe est affaiblie aujourd'hui? C'est parce que les 27 décident de leur côté. Chacun décide de son côté. L'entente entre les 27, elle est impossible? Non, moi je ne pense pas, si vous me permettez juste de rebondir là-dessus. C'est intéressant le débat qu'on a là, puisqu'on dit finalement on veut tous de l'Europe, mais pas de l'Union européenne et dans son statut institutionnel aujourd'hui. Et visiblement, tout le monde veut changer les institutions pour une bonne raison, c'est qu'elles n'ont pas la légitimité. Et quand les institutions européennes prennent une décision, vous avez ensuite les 27 pays qui se réunissent de manière séparée, qui disent oh, finalement la directive est compliquée. Et donc ça se bouffe le nez, il n'y a pas de leadership. Donc le vrai enjeu, si on veut une Europe forte, c'est d'avoir un leadership européen. Absolument. Et donc sans aller jusqu'à la caricature d'un fédéralisme, il faut qu'à un moment donné, on ait une légitimité des décideurs européens. Et sans ça, on n'y arrivera pas. J'étais en Chine en juin, on a rencontré des gouverneurs de région, le maire de Pékin, etc. Et c'est vrai que pour eux, ils ne comprennent pas. On est tellement petits à leur échelle. Parce que vous étiez en Iran, je vous assure, je vous donne le sentiment personnel. Quand vous voyagez, quand vous allez en Chine, quand vous allez aux États-Unis, la France, ça n'existe pas. Patrice Boisfer, sera d'accord. Sur le plan du business, Damien Empereur, je vous parle sur le plan du business. J'ai appris mes études il n'y a pas longtemps, je peux vous le dire. Des pays plus sur petits, la France n'existe pas. Non, mais attendez, n'existe pas. Ils n'ont pas les mêmes modèles sociaux également. C'est l'Europe, on se replie sur les frontières nationales. Pardon, excusez-moi. L'Europe comme puissance commerciale existe. Et vous savez, oui, l'Europe, oui. Pour reprendre l'exemple de l'Iran, vous savez ce que demande l'Iran? Elle dit la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne font preuve d'un volontarisme politique impressionnant, important face à Trump, mais sans l'Union européenne, c'est insuffisant. C'est clair. Et on le voit, aujourd'hui, Trump est capable d'assommer, avec des sanctions économiques, par 2 fois l'année dernière, un pays entier de 80 millions d'habitants. Mais ça passe effectivement par une légitimité démocratique, ça passe par un projet politique qui n'est pas celui que vous portez, et qui, je crois, est un projet politique beaucoup plus intégré. Il y a des élections à venir. Il y a des élections à venir. Damien Empereur, allez-y. Juste pour répondre d'un point de vue économique, expliquez-moi alors pourquoi des pays
plus petits, je citais la Corée du Sud, Singapour, c'est minuscule, la Suisse même d'une certaine manière, arrive à réussir dans la mondialisation. Sauf que c'est pas du tout les mêmes règles. La France, ils n'ont pas la même couverture sociale, ils n'ont pas les mêmes règles fiscales. Mais justement, c'est comme si vous me disiez les Bahamas arrivent à tirer leur épingle du jeu à l'échelle nationale, internationale, bien sûr. C'est très intéressant pour les téléspectateurs parce qu'on ne peut pas dire la vérité, que des pays plus petits, lorsqu'ils sont indépendants, qu'ils peuvent gérer leurs frontières, leurs politiques économiques. Est-ce qu'on est d'accord que la Grande-Bretagne est en train de refaire des stocks de médicaments parce qu'ils ne sont pas suffisants en matière de médicaments? C'est vrai ou c'est pas vrai? Et donc pour répondre, vous savez que c'est vrai. Pour répondre, vous le savez. Pour répondre, donc ces pays dans la mondialisation sont efficaces parce qu'ils sont libres. Il faut arrêter de faire croire que alors on fait quoi sinon? Parce qu'il y a 1 milliard de Chinois et l'Afrique. Il y a un défi migratoire exceptionnel devant nous. Vous aurez d'ici 50 ans 1 milliard d'Africains supplémentaires. L'Union européenne devrait être ce continent qui va justement créer un vrai plan Marshall pour l'Afrique. Vous allez finir par être d'accord avec nous et... Non, mais j'ai l'impression. Je vais réussir ce petit miracle-là ce soir. Juste une question. Je peux vous poser une question? Votre politique, elle est différente. Vous seriez aux États-Unis, vous seriez pour le fait que l'État fédéral saute pour que chaque État reprenne son indépendance? Mais la France, c'est pas les États-Unis. C'est ça. À vous entendre, on est plus fort petit mais libre. Mais on est plus fort quand on est libre. Oui, c'est ce que disait le général de Gaulle. Vous parlez au porte-parole du mouvement libre de Valérie Pécresse. On est plus fort. La France, c'est un grand pays. La France, c'est un grand pays. La France, monsieur, c'est un grand pays. Vous avez des grands États. Allez, pas tous ensemble. C'est un grand pays. Pas tous ensemble, s'il vous plaît, j'en supplie. Allez, c'est cacophonique, s'il vous plaît. De dire qu'on est sur un débat grotesque qui dégoûte et désespère les Français. Le résultat, c'est que les Français n'iront pas voter, tout simplement. C'est peut-être d'ailleurs ce que certains des protagonistes souhaitent, c'est que les Français soient les moins nombreux possibles à aller voter aux élections européennes. Vous êtes l'oiseau de malheur de ce Moi, j'essaye d'affirmer sur cette élection que des alternatives existent et que les Français auront le choix comme les Européens auront le choix. Non, je suis totalement en désaccord avec mon voisin, se replier sur le périmètre de l'Hexagone, ce n'est pas sérieux d'une façon ou d'une autre, avec plus ou moins de nuances, ce n'est pas sérieux. On ne peut pas envisager de sortir de l'euro. Donc voilà, on est relativement unanime. D'accord, ça tombe bien, j'ai pas dit ça. Vous mentez. Une fois que c'est dit, monsieur l'Empereur, s'il vous plaît, une fois que c'est dit, pourquoi est-ce que nous, on est d'accord là-dessus, mais les Français ne votent plus pour le projet européen depuis maintenant des décennies, et les Européens avec nous? Ils vont le faire cette fois-ci? Pourquoi? Parce que nous leur offrons un horizon européen unique. C'était celui de Merkel, celui de Tony Blair à l'époque, celui de Gerhard Schröder, celui de François Hollande, celui de Nicolas Sarkozy, celui d'Emmanuel Macron. J'affirme qu'effectivement, celui de François Hollande, celui d'Emmanuel Macron aujourd'hui, toujours le même. Celui qu'ils ont rejeté en France en 2005. Au contraire, la question qui va être posée là va être... Attendez, laissez-le finir. Est-ce que le Parlement européen va basculer en main des populistes et des anti-européens pour avoir la majorité pour dissoudre l'Europe? Positif et constructif aux Français pour qu'ils croient de nouveau dans le projet européen, alors il faut leur proposer l'harmonisation sociale, l'harmonisation fiscale, un vrai projet de transition écologique au niveau européen, parce que c'est ça le défi numéro 1, c'est pas les migrations, ce sera la transition écologique nécessaire. Ça veut dire être capable d'augmenter le budget européen. Ça veut dire être capable de dire on fait un plan Marshall pour organiser la transition plutôt que d'aller taxer davantage le carburant. Ça veut dire être capable de proposer quelque chose de positif et de mobiliser les Français là-dessus. Moi, mon but, c'est que des gens qui ne vont pas aller voter, qui aujourd'hui se disent pas question d'aller voter aux européennes, c'est une clownerie que ce débat politique, se disent j'y vais parce que dans la bouche des dirigeants politiques, c'est ce qu'on va essayer de faire autour de Benoît Hamon. On a des propositions qui donnent de l'espoir pour nos enfants. Alors Christine Kelly, allons-y. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, dans le discours politique, c'est anxiogène et on terrorise les Français. Non, mais moi, je pense qu'il faut revenir à la base. Les Français, à part nous qui sommes un peu éclairés, enfin, certains plus que d'autres, non, je rigole, ne savent pas ce que c'est que l'Europe. Ne savent pas ce que l'Europe leur apporte ou ne leur apporte pas. Et ça, c'est la base. Et moi, je vais vous dire, vous parliez de moi lorsque j'étais au CSA tout à l'heure, et lorsqu'on avait... Non, les gens ne comprennent pas à quoi sert l'Europe. Les gens ne comprennent pas parfois lorsque l'Europe finance des outils qu'ils utilisent tous les jours. Les gens ne comprennent pas, malheureusement, parce qu'on n'explique pas. Et lorsque j'étais au CSA, effectivement, et qu'il y avait des clips, justement, de campagne, ça ne fonctionnait pas. Les gens n'écoutaient pas. Les gens ne regardaient pas ces clips parce que ça ne les intéresse pas. Parce qu'il faut que l'Europe quelle politique un jour, ça donne pas envie. Est-ce que quelqu'un... Ça donne envie cette fois-ci. Attendez, laissez-moi vous dire. On dit tout le temps qu'on n'arrive pas, car on manque de pédagogie. On manque de pédagogie pour tout. Qui peut aujourd'hui se dire qu'il est clairement pédagogique à propos de l'Europe? C'est une question de pédagogie. Oui, je suis pas d'accord. Il y a des désaccords politiques, il faut les faire. Vous arrêtez n'importe qui dans la rue, les gens ne savent pas ce que c'est que l'Europe. Les gens ne savent pas la force économique que ça permet. Les gens ne savent pas ce que ça a apporté. Attendez, laissez-la terminer. Christine Kelly, allez-y.
Non, mais je dis que les gens ne savent pas ce que c'est que l'Europe, ce que ça leur a apporté. Comment est-ce qu'on est 6e puissance économique mondiale, l'Europe? C'est la première puissance commerciale du monde. La première puissance commerciale du monde. Et comment? Parce qu'on est justement unis. Les gens ne le savent pas. Qu'est-ce que l'Europe leur apporte au quotidien? Les gens ne le savent pas. Je suis désolée. C'est là-dessus qu'il faut changer beaucoup. Parce donc qu'en il faut de la pédagogie, expliquer ce que c'est que l'Europe et ensuite proposer un projet clair. Alors sur quoi on doit changer? Vincent Jeanbrun. Christine Kelly dit l'Europe, mais en fait on voit à peu près ce que c'est que l'Europe, on ne sait pas ce que c'est que les institutions européennes. Encore moins. C'est pour les Français d'ailleurs, l'Europe c'est à Strasbourg, non c'est à Bruxelles. Il y a effectivement un vrai combat à mener. Mais pour le coup, le problème c'est comment on change les institutions. Et pour changer les institutions, il faut les rendre fonctionnelles et les concentrer sur les grands défis que vous évoquiez tout à l'heure. L'environnement, l'immigration, l'économie, le développement économique, le droit du travail international. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe c'est un guichet. N'importe quelle petite association de quartier peut aller demander une petite subvention européenne avec des dossiers extrêmement complexes. Un peu moins depuis qu'à la région Île-de-France, on a créé des guichets pour accompagner. Mais indépendamment de ça, on a un problème de compétence de l'Europe. En réalité, à vouloir s'occuper d'absolument tout, l'Europe est devenue totalement illisible, encore plus que d'autres institutions. Là-dessus, je vous rejoins. C'est pas tant à 27, c'est que déjà rien que pour la France, c'est quoi l'Europe? Où sont ses compétences? On voit à peu près dans la tête des Français, on sait que les collèges c'est au département, les lycées c'est aux régions, pour les et l'élémentaire c'est aux mairies. Pour les agriculteurs, l'impact c'est extrêmement concret. L'euro, ça nous prémunit quand même, en tout cas ça nous protège notamment de l'inflation, et ça depuis des années. Je pense que le franc, vu les fondamentaux de l'économie française, on aurait bien moins résisté. Et quand on parle des sujets de pouvoir d'achat, je pense qu'on peut se réjouir d'avoir une monnaie qui vous parlez davantage structurel, et c'est le fonctionnement qui pose problème. On est une génération européenne, tout le monde a dit, avoir voyagé un petit peu, étudié ici et là, on est une génération européenne qui a assez largement intériorisé le fait de pouvoir se transporter d'un pays à un autre. On a ce fond de partage, de culture commune. Et ça, je pense qu'il faut le protéger. Et vous verrez que le Brexit, il remet le Brexit remet ses fondamentaux. C'est justement ce que j'allais vous dire. On a eu toutes ces discussions, on n'a même pas évoqué le Brexit, c'est dire. C'est aussi le dumping social. Et ça, les Français, le sujet des usines délocalisent massivement pour aller s'installer en Europe de l'Est, c'est aussi l'Union européenne. Il faut l'avouer aussi, il faut le reconnaître. Et donc pour les Français, c'est concret et ça les heurte au quotidien dans des zones qui sont désindustrialisées. Rappelez-vous, Mittal. Et le scandale des aciéries qui ferment après que l'État ait mis des millions d'euros pour essayer de préserver l'emploi local. C'est le manque de régulation. C'est le manque de régulation de l'Union européenne. Et ce manque de régulation, il existe parce qu'il y a une incapacité à effectivement exercer des compétences politiques autres que celles qui sont aujourd'hui. C'est pas une incapacité, monsieur. C'est un manque de volonté politique. C'est un manque de volonté qui est capable de réguler Macron ici et là. Je vous donne un exemple concret. Il n'y a pas d'Europe de la défense. Qui parle d'Europe de la défense pour financer la transition écologique. C'est nécessaire, on est tous unanimes là-dessus. Pour la financer au niveau européen, Emmanuel Macron porte-t-il une taxation des transactions financières au niveau européen? Emmanuel Macron porte-t-il très concrètement la taxation des grands groupes Amazon, Google, Facebook, etc. Quel résultat là-dessus? d'Europe avec du positif, vous nous parlez de taxes et de taxes et de taxes. Je vous confirme. Ces deux sujets, je vous confirme. Allez, pas tous ensemble, s'il Il vous va plaît. falloir soulager les petites gens qui payent des impôts au prix fort et qui payent des taxes tous les jours. Il va falloir frapper et taper au portefeuille les grandes fortunes. On nous vendait l'Europe de la coopération. Aujourd'hui, on est bloqué à l'Europe de la coopération. Et quand il faut prendre une décision, on est tellement bloqué par cette unanimité systématique qu'on n'arrive pas à avancer. Aujourd'hui, face à la Chine, si vous me permettez de vous donner un exemple sur la défense, tous les 3 ans, la Chine met à l'eau l'équivalent de toute la flotte maritime française. Donc on a un vrai sujet. La Chine lance plus de satellites que le reste du monde. Donc on a besoin d'être, et ça c'est pas la France toute seule, c'est toute l'Europe qui doit à un moment donné se dire comment on se protège et comment on se défend. On a Trump, on a Poutine, on a la Chine. Changeons déjà les traités. Donc, comment on avance là-dessus? Les traités préparés par Sarkozy il y a 10 ans. Mais d'ailleurs, je crois qu'il appelle à refonder un nouveau traité. Je ne suis pas pour le retour des frontières à l'intérieur de l'Europe, mais en revanche je veux des vraies frontières à l'extérieur de l'Europe. Et ça là-dessus on n'est pas au bon niveau. Le traité c'est un contrat. C'est de savoir, et ce sera, je crois, pleinement le rôle des élections européennes, c'est de savoir quelle Europe on veut. Et si il y a une nouvelle Europe qui va effectivement vers moins d'intégration ou plus d'intégration, il y aura un nouveau contrat et donc possiblement... Ça ne peut pas être un contrat pour les échanges libres et non faussés, pour le libéralisme à tout craint aux 4 coins de l'Union européenne. Allez, on va changer de sujet. C'est ça que les Français les ont. On va changer de sujet. On va parler du pouvoir d'achat dans un instant. Je suis désolé, Jean-Baptiste Djebari. Dans un instant, juste après les infos avec Samy Sfaxi et cette information aussi de dernière minute avec la Tour Eiffel qui s'est éteinte pour se rallumer. C'était à 18h30 précise et cela pour célébrer. Ce sera demain la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Une journée qui a forcément un retentissement particulier avec l'affaire Jamal Khashoggi. Je vous propose d'écouter le président de Reporters sans frontières.